Oui. Et laissez-moi vous dire que l'intervention va avoir lieu probablement en français. Monsieur Young est libanais à 100%. Il a une ascendance et un pedigree que nous reconnaissons facilement déjà à son élocution. Il peut évidemment parler en anglais, un peu en arabe si vous voulez, mais il a choisi de parler en français. Ça c'est. Deuxièmement, la plupart des personnes présentes ici sont vaccinées, à l'exception de M. Young, de son Excellence le ministre Baroud, de M. le doyen Elia Assaf, qui trouve très à propos le voisinage de la porte et du backyard. Et à ma droite, j'ai le privilège d'avoir une non-vaccinée, Madame la directrice du département des études de droit public à l'Université de la Sagesse. Mais les autres sont tous vaccinés. Et nous attendons seulement Madame Mahal Khalil, qui va faire une entrée triomphale avec ses toilettes absolument magnifiques. Mais nous avons l'habitude. Messieurs, voilà un article de M. Michael Young. En parenthèse, je lui ai demandé ce matin si on l'appelait Jung, comme le psychiatre, ou Young, comme l'ancien ambassadeur Andy Young des États-Unis auprès du Conseil de sécurité, que j'ai connu personnellement à Atlanta. Il m'a dit non, je m'appelle Jeunesse. Et c'est tout dit. De moins en moins. Pourquoi M. Young? Parce que M. Young a commis un article paru dans le cadre d'une publication Diwan du centre de la Fondation Common, dans laquelle il fait un travail d'analyse politique. Il a commis donc un article dans lequel il dit que on se dirige maintenant, peut-être, vers une sorte de deal entre les pays arabes et la Syrie. Et qu'en définitive, il y aura des répercussions au Liban. En ce sens que, voilà, la grande... Dans cet article, M. Young soutient que, d'une certaine manière, le Liban pourrait faire les frais, au moins indirectement, rapprochement entre les pays du Golfe et la Syrie dans la conjoncture actuelle au Moyen-Orient. J'avais, parce que M. Walid Jumblat m'envoie, comme à plein d'autres personnes, des emails tous les jours, ou bien des articles. Je lui avais envoyé cet article parce que je n'avais rien à lui envoyer pour l'énerver, autre chose que cet article. Alors je lui ai envoyé l'article de M. Young, et là, il réagit de manière violente, en me disant qu'il n'était pas question de laisser la Syrie faire ce qu'elle voulait au Liban, qu'il n'est pas question que l'Iran quitte la Syrie. L'Iran est trop fort actuellement, il est implanté en Syrie, et donc il ne veut pas en entendre parler. Michael, dit-il, je cite, a tort. Alors là, je me suis rappelé les éditoriaux de René Hadjiouri dans l'Orient des années 60 et 70.
Et là, il utilisait beaucoup la formule l'échiquier politique au Moyen-Orient. Et en voyant les négociations entre l'Iran et les États-Unis, en prenant suffisamment peur de ce qui risque de nous arriver, voyant la décrépitude et la dégénérescence des structures actuelles au Liban, je me suis dit, est-ce que nous ne devons pas penser à d'autres solutions sur le plan justement de cet échiquier politique au Moyen-Orient? Je ne pensais pas si bien dire, parce que hier et avant-hier, les choses se sont mises à se gripper entre Israël et Gaza, sans que pour autant cela implique directement le Hezbollah du Liban, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et donc je me suis dit, c'est une occasion de débattre, non pas seulement de la thèse de l'islam, mais de toutes les circonstances qui risquent de changer la donne pour le Liban, en ayant le secret espoir que quelque part, on pourra trouver un motif d'espoir. Je livre donc à votre sens critique les paroles de M. Young en l'avertissant qu'il aura des contradicteurs de poids. Je pense surtout au général Khalid Helou, je pense au général Harun Hatti, je pense à toutes ces personnes ici présentes, choisissent essentiellement grâce au fait qu'elles sont vaccinées ou qu'elles ne sont pas contagieuses. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. D'abord, ça me fait très plaisir de retrouver beaucoup d'amis parmi ce petit groupe. Et en ce qui concerne cet article, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est finalement faire quelque chose de rapide pour qu'on puisse tout de suite aller à une discussion, ce qui est plus agréable qu'un discours brejnevien qui va ennuyer tout le monde. Mais sur cet article, d'abord, Walid Jumblat l'a mal compris. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'aujourd'hui la Syrie a les moyens d'enlever l'Iran du Liban. Elle n'a même pas les moyens d'enlever l'Iran de la Syrie. Les unités prétoriennes du régime syrien sont contrôlées par les Iraniens. Ou disons, si pas contrôlées, au moins il y a une grande influence iranienne, que ce soit dans les renseignements militaires, que ce soit dans la 4e division. Mais ce n'est pas ça que j'essayais de dire. J'essayais de dire que dans le cadre d'une ouverture arabe sur la Syrie et un financement possible de la reconstruction en Syrie, les Arabes vont demander quelque chose en contrepartie. Et comme c'est typique du régime syrien, ils vont demander eux aussi quelque chose en contrepartie. Et où la Syrie va demander quelque chose en contrepartie des pays arabes, autre que le Liban. Le Liban reste, à mon avis, un facteur central dans la réflexion syrienne, dans les intérêts syriens, tant au niveau économique que politique. Et là, je crois que c'est plus subtil, c'est-à-dire la Syrie ne va jamais demander, elle ne va jamais contrôler le Hezbollah au Liban, surtout, en tout cas pas dans les années qui viennent. Mais ils peuvent demander une part plus grande du gâteau libanais, que ce soit au niveau du Parlement, des institutions libanaises, que ce soit la présidence libanaise. On a une élection l'année prochaine et à mon avis, les Syriens, surtout après l'élection de Bachar el-Assad, il faut bien attendre les résultats parce qu'il risque de ne pas gagner, mais il y a une chance qu'il gagne et donc il voudra certainement, dans cette espèce d'élan de renouveau qu'il essaye de créer Bachar, un partenaire au Liban, et je crois que quelqu'un comme Sleiman Frangi ferait bien l'affaire. Ça, c'est un des gros problèmes, à mon avis, de Gebran Bassi. Donc, les pays arabes comprennent très bien que la Syrie, premièrement, n'a pas la possibilité de faire la compétition à l'Iran,
et deuxièmement que la Syrie ne va pas vraiment couper avec l'Iran, parce que à chaque fois que les Iraniens les pays arabes ont essayé de faire cette espèce d'équation, d'essayer de séparer les Syriens de l'Iran, il y a eu un échec. Ils savent très bien que les Syriens ne vont pas le faire et ne peuvent pas le faire. Mais je crois que là où les Arabes seraient intéressés, c'est de donner une plus grande marge à la Syrie, au Liban, pour que les décisions libanaises deviennent des décisions conjointes d'un pays comme la Syrie et des Iraniens, c'est-à-dire d'élargir le champ d'action de la Syrie au Liban. Et là, quelque part, comme une première étape, ça serait quelque chose qui pourrait intéresser les pays arabes. Pour toutes les raisons qu'on connaît, le Liban est un pays qui est maintenant entièrement contrôlé par les Iraniens et leurs alliés locaux. Et en même temps, quelque part, le Hezbollah et les Iraniens n'ont pas vraiment une possibilité ils ne vont pas réagir d'une manière violente à un élargissement du champ syrien au Liban. C'est quand même une alliance, c'est quand même lié, ça serait lié à la reconstruction syrienne, chose que les Iraniens, quelque part, doivent accepter, parce qu'ils veulent que ce régime se consolide en Syrie. Et c'est en plus, je crois, c'est quelque chose qui est dans l'intérêt de la Russie. Et les Iraniens, je crois, doivent prendre ça aussi en considération. Et il est clair que les Russes voient la réintégration, voient la reconstruction syrienne comme étant intimement liée à la réintégration de la Syrie dans le monde arabe. Et donc, ce que je vois, c'est la possibilité d'une compétition entre alliés au Liban, pas une confrontation entre la Syrie et l'Iran au Liban. Je ne vois pas un retour au conflit entre le Hezbollah et Amal, qu'on avait vu évidemment dans les années 80, mais plutôt différents centres d'intérêt. Et même dans les partis aujourd'hui qui sont proches du Hezbollah, mais qui sont à l'origine pro-syrien, on commence à voir des ouvertures. Ça veut dire la position de Amal, qui est bien qu'alliée avec le Hezbollah, il y a quand même, on arrive à identifier aujourd'hui plus clairement une ligne Berré et une ligne du Hezbollah, en ce qui concerne déjà le Michel Aoun. On voit que, par exemple, dans des partis comme le PPS, enfin maintenant le PSNS, qu'il y a aussi ceux qui sont avec la Muqawama et ceux qui sont avec les Syriens. On est en train de voir, évidemment, l'affaire de la confrontation entre, comment il s'appelle, le vice, les attaques contre Gebran Bassil peuvent être aussi compris dans cette espèce de différence de priorité, ceux qui sont avec l'Iran et ceux qui sont avec la Syrie. Mais il ne faut pas s'imaginer qu'il y aura une rupture ou une scission. Donc ça, c'est un peu le cadre dans lequel je voyais cet article. C'est surtout une tentative de lancer une idée et de voir la réaction. Et ce qui m'a, moi, surpris, c'est à quel point beaucoup de gens étaient surpris de cet article. Ça veut dire, même Walid, je peux lui rappeler ce qui s'est passé avec son père en 1976, qui avait été en Égypte au moment où il y avait cette division entre la Syrie et l'Égypte sur le dossier libanais. Et les Égyptiens avaient dit à Kamal Jumblat d'aller en Libye. Enfin, c'est ce que racontent les conseillers de Kamal Jumblat. Au retour de la Libye, il y avait eu déjà l'accord sur le déploiement de la force de dissuasion arabe au Liban. Et Jumblat est rentré au Liban rapidement parce que les Égyptiens ne voulaient pas trop de lui au Caire, sur un bateau. Et donc, il a payé le prix, Kamal Jumblat, de cette espèce d'accord qui s'était fait au-dessus des intérêts du Liban entre les Égyptiens et les Syriens. Donc Walid devrait savoir mieux que nous tous la possibilité que les régimes arabes repensent faire un nouveau deal dans un cadre très différent, avec des objectifs très différents,
mais au-dessus des intérêts, sans prendre en considération les intérêts du Liban. Donc ça, c'est en ce qui concerne cet article. Mais en fait, c'est une bonne ouverture sur ce qu'on voit dans la région aujourd'hui, qui est une transformation dans toutes les bases du système arabe, du système qui s'effondre, le système arabe qui est en train de s'effondrer, le système étatique arabe. Et quand je dis arabe, je veux dire, je parle d'une collectivité arabe. Maintenant, les pays arabes sont, principalement, on voit l'émergence de puissances de moyen niveau qui sont en train de poursuivre leurs intérêts, tels les Émirats arabes unis, tels évidemment les pays comme en Inde depuis longtemps, ils avaient déjà fait une politique plutôt indépendante, et un contrôle de la région par sa périphérie, évidemment l'Iran, mais le rôle grandissant de la Turquie, et évidemment Israël. La périphérie est en train de contrôler un système arabe qui n'est plus, où il n'y a plus de cohésion comme avant. Et si on regarde des États comme l'Égypte et l'Arabie saoudite et les Émirats, tous sont en train de poursuivre des intérêts particuliers. Il n'y a plus un sentiment de coordination au niveau arabe. La Ligue arabe est plus un symbole aujourd'hui qu'autre chose. Et donc, dans cette espèce de manque de cohésion d'une décision arabe, évidemment, les pays de la région sont en train d'élargir leur champ d'action. Et principalement, on peut commencer avec l'Iran, qui aujourd'hui, à mon avis, est dans une position relativement forte, parce que, à mon avis, il y aura bientôt un accord. Il y aura un accord américano-iranien dans le dossier nucléaire qui va certainement renforcer financièrement l'Iran et sa capacité de ses réseaux dans la région, entre autres le Hezbollah, mais pas seulement. Il y a aussi ce qui s'est passé ces derniers jours en Palestine, Israël, est une chose, à mon avis, que les Iraniens doivent beaucoup être très contents de ce qui s'est passé, parce qu'ils ont vu que leurs alliés sur le terrain, le Hamas, ont réussi réellement à bloquer Israël. Le centre d'Israël, qui est un peu le cœur stratégique du pays, est bloqué par les bombardements du Hamas à travers Gaza. Les deux aéroports israéliens ont dû, d'une manière ou d'une autre, être fermés ou interrompus. Les avions ne vont plus en Israël. Donc, on peut s'imaginer qu'avec le Hezbollah, la situation sera encore plus grave pour Israël, vu que l'équipement du Hezbollah, les armements sont considérés comme plus avancés que ce qu'a le Hamas, avec la possibilité d'un front ouvert vers la Syrie et l'Irak, et ainsi de suite. Donc, la possibilité d'un renforcement en temps de guerre, avec des forces irakiennes, le Hashd al-Sha'bi, les unités pro-iraniennes du Hashd al-Sha'bi. Donc nous sommes en fait dans une situation où d'un côté les Israéliens sont en train de limiter la marge de manœuvre des Israéliens en Syrie, et où aujourd'hui les Iraniens ont pu riposter à travers le conflit avec Gaza. Nous voyons que d'un côté les Israéliens ont réussi à faire des accords avec des pays arabes de normalisation comme les Émirats et Bahreïn, mais en même temps les Iraniens continuent à renforcer leurs alliés autour d'Israël, et même ce qui se passe dans le sud de la Syrie est une situation un peu fluide, où les Russes jouent un rôle clé d'équilibrage, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, les forces pro-iraniennes sont présentes dans le sud-ouest de la Syrie. Donc, c'est un peu un échiquier qui est très compliqué à tous les niveaux, qui se complique davantage. Avec la Turquie,
Évidemment, nous avons maintenant, ce n'est plus la Turquie d'il y a 10 ans et il y a même 20 ans. Maintenant, la Turquie est devenue une puissance régionale qui a un rôle accru en Afrique du Nord, en Afrique et même dans la Corne de l'Afrique. Économiquement, les rapports avec le Maghreb sont bien développés. Le rôle de la Turquie en Libye a été fondamental. Donc, il y a aujourd'hui une stratégie turque qui englobe la Méditerranée, qui englobe l'énergie. Les Turcs sont évidemment présents dans le nord de la Syrie. Ils sont présents même d'une certaine manière en Irak. Donc, soudainement, ce pouvoir turc est devenu, ce n'est plus la Turquie comme je disais il y a 10, il y a 20 ans, il y a maintenant des ambitions régionales qui sont en même temps attachées à une idéologie, un soutien à une certaine approche islamiste, entre guillemets, proche des frères musulmans. Et on voit ça dans le conflit aujourd'hui à Gaza. Et en même temps, on voit un nouveau rôle pour Israël. Et ça, c'est quelque chose d'important. Tout le monde parle de l'Amérique. Mais qu'est-ce que les Américains, comment les Américains voient l'avenir? Je crois que ça a été clair autant sous Trump que sous Biden, qu'aujourd'hui, le pays qui remplace les intérêts américains dans la région, c'est Israël. Aujourd'hui, Israël a le pouvoir militaire pour stabiliser, entre guillemets, la région en accord avec les alliés des États-Unis. Et là, je ne vois pas qu'il y a tellement de différence entre Biden et Trump dans cette affaire. Peut-être qu'ils ne sont pas d'accord sur le dossier palestinien, ils ne sont peut-être pas d'accord spécifiquement sur le dossier iranien, mais la vision américaine de l'avenir d'Israël, c'est que Israël, d'une certaine manière, représente les intérêts de l'Amérique. Et c'est pour ça qu'il y a un certain groupe aux États-Unis, surtout à droite politiquement, qui disent non, qu'il y a une différence fondamentale entre Trump et Biden, que Biden a abandonné les alliés américains, dont Israël, dont l'Arabie saoudite. Mais moi, je ne vois pas tellement un abandon, mais il y a certainement une tentative de la part des Américains d'arriver au même objectif, ça veut dire le retrait de l'Amérique de la région. Mais il y a des différences, évidemment, sur le dossier palestinien. Les Américains aimeraient stabiliser sous cette administration la situation palestinienne. Mais comme on voit, ils ne se sont pas vraiment immiscés dans l'affaire, le dernier conflit. Donc le rôle d'Israël est un rôle qui reste flou, parce que les Américains eux-mêmes, je crois, n'ont pas très clairement défini une stratégie pour après le retrait de la région. Ils savent très bien qu'Israël reste leur allié principal. Je ne vois pas qu'ils ont réellement changé ça. Mais en même temps, comme toujours avec les Américains, ils savent ce qu'ils veulent, mais ils ne savent pas très bien arriver à leur fin. Et des pays comme l'Arabie saoudite et disons les pays arabes traditionnels, Arabie saoudite, Irak, Syrie et Égypte, l'Égypte sont en train de manœuvrer dans cette espèce de situation qui se transforme. Et là, je vais bientôt terminer. Je crois que les Saoudiens aujourd'hui payent le prix de cette intervention ratée au Yémen et cette espèce de normalisation qu'ils sont en train de faire avec l'Iran, qui est à ses débuts, est une tentative en même temps d'essayer de sortir du Yémen. Mais est-ce que les Saoudiens vont essayer de reprendre quelque chose en Syrie ou au Liban? Ça, c'était le sujet de mon article, mais voyons où ce dialogue va mener. L'Irak est un pays qui, évidemment, sous la coupe de l'Iran, mais la situation en Irak est rendue plus complexe par les rapports traditionnels entre les autorités chiites irakiennes et l'Iran. C'est pas évident, ça veut dire, on voit que la révolte en Irak qui a eu lieu cette dernière année, c'est surtout une révolte chiite contre le pouvoir iranien. Où ça va mener, je ne sais pas, mais jusqu'à maintenant, ça a mené à une répression. Je crois que l'Irak est en quête d'un nouveau rôle dans la région.
Al-Qasem essaye en même temps de se situer, de garder évidemment un rapport avec l'Iran, mais en même temps d'ouvrir sur des pays du Golfe comme le Koweït et évidemment l'Arabie Saoudite, d'où le rôle de l'Irak en tant que médiateur dans le dialogue irano-saoudien, pour un peu eux-mêmes se calmer la situation chez eux. La Syrie est un pays qui va mettre longtemps à se remettre, à mon avis, mais qui en même temps, comme j'essayais de dire, a toujours ses ambitions au Liban. Et pour terminer avec l'Égypte, l'Égypte a un rôle certain à mon avis. L'Égypte a certainement, à mon avis, dans ce groupe d'États, l'Égypte est un pays qui a un rôle certainement qui est le moins affaibli dans cette situation comparé aux Irakiens, aux Syriens et même à la rigueur aux Saoudiens. Mais c'est un pays qui maintenant accepte qu'il fonctionne dans une région beaucoup plus complexe. Nous ne sommes plus dans le cadre de l'Égypte d'il y a 30 ans, qui avait encore un rôle comme allié principal des États-Unis. Ce rôle n'existe plus. Le dossier palestinien où l'Égypte a toujours joué un rôle central est maintenant un peu mis de côté. Donc l'Égypte doit se réinventer aussi comme les pays, comme les Émirats, comme le Qatar, tous ces pays qui sont en train de chercher un rôle dans cette région en transformation. Mais à mon avis, les bases de l'État égyptien sont certainement plus solides que ce qu'on voit en Syrie ou d'une certaine manière en Irak, où l'influence iranienne est beaucoup plus fondamentale, ou dans le cas de la Syrie, l'influence turque. Je crois que je vais arrêter là, et puis on peut discuter. Beaucoup d'idées un peu confuses. Non, mais vous avez posé plein de problèmes. Je crois que vous allez avoir la réponse du berger à la bergère. On peut commencer. En général, qui voudrait mener les débats? Monsieur le doyen, vous voulez mener les débats, s'il vous plaît? Donnez la parole et... Mener les débats, moi j'ai une question. Allez-y, allez-y. Vas-y. Allez-y. Moi j'ai une question à poser. D'abord, merci beaucoup, Michael. Ce qui m'étonne toujours, quand on parle du Liban, on parle de tout ce qui se passe autour, mais jamais ce qu'il y a à l'intérieur. Comme si notre sort n'est vraiment pas entre nos mains, et qu'il y a des intérêts syriens, des intérêts égyptiens, saoudiens, émiratis. Il y a une transformation de la carte du Proche-Orient. Il y a un nord-levant aujourd'hui, peut-être dont le terminal est Tripoli. Il y a un sud-levant, dont le terminal est Haïfa, je ne sais pas. Mais enfin, les facteurs internes, on a l'impression qu'ils n'interviennent en rien sur la destinée de ce pays qui est après tout le nôtre. Donc, comment peut-on, tous ces facteurs-là que tu as magnifiquement présentés, est-ce qu'il est possible de les libaniser dans ma tête à moi et dans la tête de chacun de nous, afin de voir comment nous pouvons, au fond, pas imposer, mais avoir une position dont justement les acteurs externes doivent tenir compte et non l'inverse. C'est ma seule question. C'est la plus difficile encore. Mais je dois dire que je suis très pessimiste parce que quand quelqu'un n'intervient pas chez nous, on se demande mais pourquoi il n'intervient pas. Par exemple, il y a disons, un déséquilibre depuis quelque temps parce que l'Arabie Saoudite n'est pas intéressée par le Liban. Ça veut dire on exige ça. Et on ne comprend pas comment le système chez nous peut se stabiliser si des États ne sont pas présents dans le pays.
Et malheureusement, on est toujours dans cette logique. Aujourd'hui, on attend ce dialogue saoudien-iranien, où il va mener, si ça va mener quelque part. Mais soyons réalistes. Aujourd'hui, l'Iran, depuis 2006, 2005, 2006, le Hezbollah, moi je ne suis pas de ceux qui disent que le Liban c'est le Hezbollah. Je rejette cette équation simpliste. Le Liban est beaucoup plus compliqué que ça, mais ça n'empêche que le Hezbollah a réussi à se positionner à l'intersection des contradictions libanaises, et donc qu'il arrive à dominer le système parce qu'il joue sur toutes les contradictions à l'intérieur du pays. Mais le Hezbollah aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Le système chez nous s'effondre. Qu'est-ce que le Hezbollah fait? Il y a 2 ans, on se rappelle, il y a 1 an et demi, le Hezbollah a essayé de bloquer la Fawra, soi-disant. Nasrallah avait dit à tout le monde, mais rentrez chez vous, plus ou moins. Continuez avec ce mouvement. 1 an et demi plus tard, le Hezbollah est en train de s'occuper de ces gens. Mais cette façade qu'il avait essayé de protéger il y a 1 an et demi s'est effondrée. Donc, il y a une limite au pouvoir du Hezbollah, mais le Hezbollah a beaucoup plus de flexibilité pour s'adapter aux changements locaux. Mais est-ce que nous, en tant que Libanais, on a la possibilité d'imposer, pas avec nos divisions, je suis désolé, malheureusement le pays est divisé, on ne peut même pas former un gouvernement. On ne peut même pas former un gouvernement. Est-ce que c'est normal que 8 mois après l'explosion du port, on n'arrive pas à former un gouvernement? C'est absolument ahurissant. Et même de parler de la Fawra, des mouvements d'opposition, je souhaite le mieux à ces mouvements d'opposition, mais je ne suis pas en train, jusqu'à nouvel ordre, de voir quelque chose de structuré pour contester les élections l'année prochaine. Ça veut dire, Le Drian est arrivé, il a rencontré tous ces groupes. Ok, c'était un message français pour encourager ces groupes-là de s'organiser. Mais je ne vois pas qu'à ce stade-là, il y a quelque chose de réel. Et donc, sincèrement, si on ne peut pas s'organiser contre une classe politique qui nous a volé, qui a enlevé à nos enfants un avenir, qui a volé nos enfants, qu'est-ce qu'on va... On va continuer à être un pays qui attend un accord extérieur pour stabiliser la situation intérieure, malheureusement. Et c'est comme ça que je vois les choses. Donc maintenant, le dernier jeu, c'est l'accord saoudo-iranien. Inch'Allah. Général Hadi. Je commence aussi par vous remercier, Dr. Urban, pour sa question. Et mon intervention va se situer sur deux niveaux. Le premier, vous parlez du Hezbollah comme si c'était une entité indépendante qui agit de son propre, alors que le Hezbollah n'est que la main de l'Iran au Liban. Je veux dire, là je réponds à ce que vous venez de dire tout de suite. Si l'Iran demande au Hezbollah de remettre ses fusées, Hassan Nasrallah n'a aucun problème, il remettra ses fusées. Si l'Iran demande au Hezbollah de se réduire à néant, il n'a aucun problème, il se réduira à néant. Donc il ne faut jamais penser que le Hezbollah est une entité qui est vraiment supérieure aux autres par son organisation, par son intelligence, par des stratégies bien faites, bien élaborées. À mon avis, il faut toujours avoir en tête de parler de Hezbollah comme même pas un allié. Moi je dirais qu'il y a une différence fondamentale entre un allié et un agent. Un allié, je peux m'allier avec la France pour l'intérêt du Liban sans que je ne sois un agent français, alors que le Hezbollah est dans une situation d'agent, de main de l'Iran au Liban, ce qui le rend, à mon avis, vraiment même pas un interlocuteur au Liban. Il ne faudrait pas qu'on parle avec Hezbollah. Si on veut quelque chose, il faut qu'on aille parler avec l'Iran. Pour moi, c'est clair et c'est définitif. Je reviens à votre perspective. Vous avez très bien décrit la situation
je dirais d'une altitude moyenne. Pour mieux voir, il faut aller plus haut. Quels sont les états finaux, définitifs, les états finaux recherchés par les grandes puissances? Je parle là des 5 plus 1 qui, plus ou moins, contrôlent le monde par l'économie et par la force. Là, je reviens au concept de la mondialisation. C'est impossible de voir clair sans vraiment aller jusque-là. Qu'est-ce que la mondialisation? Il y a des économistes qui connaissent mieux que moi. C'est le libre passage des personnes et des marchandises, c'est la levée des taxes douanières, c'est la fixation des productions dans les pays les moins chers, c'est la fixation de l'agriculture dans les terrains les plus rentables, c'est l'absence de produits qu'on peut taxer de produits nationaux. Il n'y a aucun produit aujourd'hui qui est fait made in quelque part sans qu'il n'y ait des apports étrangers dedans. Ou bien ce n'est plus les États qui dictent leur comportement aux grandes industries, ce sont les grandes industries qui dictent leur comportement aux États, leur politique aux États. Devant cette mondialisation, c'est qu'il y a un courant, c'est le grand courant, c'est le plus grand aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un monde ici qui se nommait lui-même, qui s'identifiait par le monde arabe et islamique. Ce monde arabe et islamique qui se voyait comme le monde croyant, le monde, comment dirais-je, fidèle, traditionnel, face au monde athée, représenté par la Chine, et au monde incroyant, ou bien qui est en train de se délaisser, représenté par l'Europe et représenté par les États-Unis. Or, ce monde arabe, à un moment donné, à cause de son évolution, de l'entrée de l'éducation dans les classes moyennes, a commencé à changer de comportement, et il s'est dit à lui-même, c'est une conscience collective très profonde, je ne peux plus continuer comme ça à n'être qu'une société de consommation face à un monde qui est dans la production, qui est dans la recherche scientifique, qui arrive en masse. Alors, c'est cette prise de conscience qui a amené les grandes masses arabes à recommencer à se redéfinir. Et c'est cette redéfinition qui a commencé il y a une trentaine d'années, je dirais, qui a amené indirectement à ce que les grandes masses arabes épousent les idées de ce qu'on a appelé le printemps arabe. C'est ce grand courant qui a amené les États, les Émirats arabes unis, le Bahreïn et surtout l'ouest du monde arabe, je parle du Maroc, je parle de l'Algérie, a vraiment entré dans le monde moderne, entré dans la globalisation. Or, cette globalisation, elle n'accepte pas les États qui ne s'intègrent pas. Quand je parle de la mondialisation, la Chine, elle est dans la mondialisation aussi bien que la Russie, aussi bien que les États-Unis ou l'Europe ou l'Australie. Il n'y a aucune différence. Donc, elle n'accepte pas les États qui ne s'intègrent pas. Quels sont ces États qui ne s'intègrent pas? Moi, je le dis très vite pour arriver au Liban. On va arriver au Liban. Les États, aujourd'hui, on peut les nommer. Il y a la Corée du Nord, il y a l'Iran, parce que c'est une révolution, parce que identitairement, elle ne peut pas s'intégrer, parce que c'est une révolution. Il y a le vulgaire régime basse syrien, je pèse chaque mot, le vulgaire régime basse syrien. Il y a aussi le Venezuela. Je ne sais pas s'il y a encore une cinquième entité qu'on pourrait nommer État dans le Cuba, elle a fait la moitié du chemin. Bon, il y a ces États-là. Or, ces États qui ne s'intègrent pas, le principal qui nous intéresse ici, les principaux, je dirais, c'est l'Iran et le régime syrien. Le régime syrien, il s'est effondré par suite de son non-acceptation de l'intégration. Il est en train aujourd'hui de gigoter pour essayer de se trouver une place, à mon avis, qu'il ne trouvera pas, qu'il ne trouvera plus. Vous parlez toujours de la Syrie comme si c'était un pays qui allait retrouver sa forme initiale avant 2011. À mon avis, la Syrie ne reviendra jamais ce qu'elle était. Bon, ça c'est un. Et on a encore l'Iran. L'Iran qui est une révolution, qui de par sa nature, si elle explose, si elle sort au dehors, elle va exploser. Si elle reste dedans, elle va s'imploser, elle va imploser. Et comme jusqu'aujourd'hui, elle sait que le retour de la révolution à l'intérieur de l'Iran, elle ne peut pas l'accepter.
le retour de la révolution, je veux dire, à l'intérieur de l'Iran est inacceptable parce que ça va aboutir à l'implosion, est toujours en train de chercher à se répandre, à une expansion. Et cette expansion, elle est arrivée, à mon avis, à sa fin. C'est une grande vague qui a fini par s'échouer et par échouer lamentablement au Yémen, en Syrie, au Liban. Et à mon avis, aujourd'hui, on est à la veille d'un reflux. Ça va retenir. Notre problème au Liban, M. Urbain, c'est, bien sûr, parce qu'on n'a jamais pesé en puissance, jamais on a trouvé d'alliance auquel on est resté fidèle, on a toujours fait des rotations. Justement, c'est à cause de notre pluralisme qui est lié au confessionnalisme et qui, à un moment donné, à cause des choix politiques de M. Hon, du président Hon, a abouti aujourd'hui, et aussi à la loi électorale de 2018 et aux élections de 2018, à mettre le Liban dans le giron iranien, donc qui a fait sortir du Liban de l'économie mondiale, parce qu'avant 2018, on avait un pied dans l'économie mondiale, un autre pied dans le giron iranien. Alors il y avait des résistances, alors qu'après 2018, c'est tout le Liban qui est passé en bloc de l'autre côté, et aujourd'hui, on est dans cette situation parce qu'on a fait ce choix. La morale de l'histoire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir. Aujourd'hui, tout le monde, il faut sortir de ce giron. Tout le monde sait que on est dans l'impasse parce que exactement, M. Hariri, s'il forme un gouvernement d'indépendants, il va être saboté intérieurement. S'il forme un gouvernement de muhassasa, de politiciens internes, il va être saboté par le monde. Et comme il ne peut faire ni l'une ni l'autre, on va rester dans cette situation jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant. Je n'ai aucun doute qui va gagner. Je suis certain, et je le dis devant tout le monde, qu'en fin de compte, c'est la globalisation qui va gagner. L'Iran résiste, peut encore résister. Je ne sais pas combien il peut résister. Pour finir cette petite intervention, je vais ajouter une chose, là parlant spécifiquement des États-Unis et de l'Iran. J'ai bien dit que la globalisation n'accepte pas les pays qui ne s'intègrent pas. Pour les États-Unis, c'est pareil. Pour les États-Unis, le but politique, c'est réintégrer l'Iran dans l'économie mondiale. Ce but n'est pas seulement américain, il est européen, il est russe, il est chinois, il est tout le monde. C'est la globalisation. Pour aboutir à ce but politique, les États-Unis ont choisi diverses stratégies. Tout d'abord, c'était la stratégie de M. Obama, c'était l'apaisement. Bon, vous prenez 200 milliards, revenez dans le giron de l'économie mondiale, venez les Français, ouvrez vos affaires, venez les Britanniques, les Allemands, les Chinois, tout le monde, commencez, redevenez un État normal, arrêtez de faire la bombe, arrêtez de menacer vos voisins, on ne vous laissera pas menacer vos voisins. Bon, les États profonds, deep states, aux États-Unis, comme en Europe, comme en Russie, comme en Chine, ont bien vu que l'État profond iranien mentait, il prenait avantage de cette gentillesse mondiale et il continuait l'expansion de la révolution. Et il y a eu le changement vers le président Trump. Ce n'est pas parce que le président Trump est fou qu'il a vu, voilà, maintenant il faut arrêter, il faut qu'on fasse autre chose. Non, à mon avis, c'est le deep state, c'est l'évolution. Cette évolution a imposé aux États-Unis un changement de stratégie. C'est le réétablissement des sanctions qui a fait très mal à l'Iran et qui leur fait très mal jusqu'aujourd'hui. C'est les frappes. Alors, je ne sais pas, là, il y a toujours cette nuance de guerre. Je ne sais pas ce qu'on pourrait appeler. Quand un État assassine le chef des armées d'un autre État, est-ce que ces États sont en guerre ou non? On l'a vu, mais bien sûr, c'est évident. C'est ça la guerre. C'est l'une des transformations de la guerre. Il ne faut plus imaginer la guerre comme des centaines de milliers d'hommes qui accourent devant d'autres centaines de milliers pour s'entretuer. Non, non, ça a tout à fait changé. Donc, c'est le changement de stratégie pour aboutir aux mêmes objectifs politiques. Là, ce sont les sanctions, les frappes militaires, l'assassinat du papa de la bombe nucléaire iranienne. Ensuite, aujourd'hui, avec Biden, on est dans l'incertitude. C'est la carotte et le bâton.
Mais ce que je veux vous dire, et il faut que ça ne trompe personne, c'est que l'objectif politique n'a pas encore changé. Il ne va pas changer. L'objectif politique, c'est l'intégration économique de l'Iran dans l'économie mondiale. Il ne faut jamais avoir un... Et là, nous avons beaucoup de chance au Liban, parce que c'est ce que nous voulons. Les Libanais, culturellement, on est dans quel camp? On est beaucoup plus proche culturellement des pays arabes modernes, de l'Occident en général, je dirais même d'un certain Orient, même de la Chine. On est très proche d'eux culturellement, on vit comme eux, on boit comme eux, on parle comme eux, on s'habille comme eux, qu'on ne l'est de l'Iran des mollahs. Et là, c'est l'échec de voilà, avoir présenté un modèle social acceptable au Liban. La deuxième raison de changement, elle est liée à l'intérieur. Le Liban, petit pays, avec de petites ressources, avec un territoire insignifiant, ne peut pas prétendre vivre en sécurité et en prospérer dans un monde qui est dominé par la globalisation, sous-entendu par les sanctions internationales, surtout américaines. C'est le point que je voulais dire. Parce que la question. Pardon? La question. La question. Parce qu'on ne pèse pas en puissance. Aujourd'hui, il faut penser à nous préparer à la réintégration. C'est une réintégration qui va arriver. Le point que je pose, la question que je pose, c'est quand et qu'est-ce que nous faisons pour nous préparer à cette réintégration? C'est la neutralité, c'est la conférence internationale pour la neutralité. Qu'en pensez-vous? Écoutez, si vous voulez bien, vous répondrez tout à l'heure. Merci, Général, bon, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais vous poser la première question. Que gagnent les Arabes à donner une marge de manœuvre à la Syrie au Liban? Je vais répondre à ça et puis je vais vous répondre. Vous voulez répondre à toutes ces questions en même temps? Non, parce que j'ai ma mémoire et qui est déjà assez physiquement. Donc je vais oublier. Et corollairement, est-ce que c'est eux qui décident ça? Est-ce que le pouvoir de décision arabe au Liban est capable d'offrir ça à la Syrie? Qu'est-ce qu'ils gagnent d'abord? Ils gagnent si aujourd'hui, je crois bien que les pays arabes aimeraient avoir une plus grande marge de manœuvre au Liban. C'est-à-dire que les décisions de l'État libanais prennent en considération les intérêts arabes beaucoup plus que ce qu'on a vu dans la dernière décennie. Ça veut dire une marge de manœuvre pour eux dans ce pays. Eux, leur objectif, c'est quoi? Leur objectif, c'est de pousser la Syrie à prendre une certaine distance par rapport à l'Iran. Bon, il y a une limite à cette espèce d'équation. Ils savent que les Syriens ne vont pas couper avec l'Iran. Mais si la Syrie a un intérêt indépendant de l'Iran au Liban, ça peut créer là un espace de manœuvre qu'ils n'avaient pas, que la Syrie n'avait pas, et que les pays arabes n'avaient pas. Et quelque part, ça peut, d'une certaine manière, stabiliser le Liban. C'est-à-dire, aujourd'hui, les pays arabes considèrent que le Liban est une source de grande instabilité, que ce soit les trafics de drogue, que ce soit le rôle du Liban dans les décisions arabes. Le Liban a toujours été un pays qui allait dans le consensus arabe. Ce n'est pas le cas depuis 10 ans. Les sommets arabes, il y a toujours une position qui flanche avec le consensus arabe. Il y a des intérêts quand même arabes au Liban. Donc moi, je crois que ce n'est pas, il ne faut pas voir ça comme étant, comme on dit, either or. C'est où les pays arabes vont revenir en force au Liban. Moi, je crois que ce qui intéresse les pays arabes, ce n'est pas tellement le Liban à ce stade-là, c'est quelque part d'utiliser un financement pour la reconstruction en Syrie pour changer la donne dans les rapports entre la Syrie et l'Iran. Vous dites non? Bien sûr. C'est leur objectif. Bien sûr. Je ne vois pas, pardon, vous poser une question. Je me permets ici de discuter ça. Oui, bien sûr. Il y a l'expérience de 2010, Sin, qui a foiré. Il y a l'expérience... C'est cette expérience qui est en train
qui m'a beaucoup fait réfléchir en écrivant ce que Et j'ai. il y a le sommet du Caire, le sommet de Riyad de 1976, qui a également foiré. La Syrie, le sole decision maker, ni l'Égypte, ni rien du tout. Bon. C'est vrai. Et le régime syrien est un régime de bazar, comme vous savez. Donc ce n'est pas du tout un régime, c'est un régime qui lit bien, mais qui traite tout en tant que bazar. Donc maintenant on fait ça, et puis après on verra, on gagne du temps parce que les régimes vont changer en Occident, etc. Bon, donc je ne suis pas très optimiste sur que vraiment la Syrie est sincère dans ses relations, dans le renouvellement de ses relations avec les pays arabes. Il y a quelques éléments qu'on peut ajouter. D'abord, ce que les Russes ont demandé au Hezbollah. Mais en quoi la sincérité est contre les intérêts des pays arabes? Bon, mais Non, ce que j'essaye de dire, c'est que les pays arabes, finalement, ont toujours avancé les intérêts syriens au Liban quand ça les a arrangés, que ce soit en 1976, que ce soit même en 1990, quand ils ont imposé l'ordre de Taïf. Même la tentative de 2010, quand Abdallah est venu, eux n'ont jamais eu un problème avec une influence accrue de la Syrie au Liban. oui, tout à fait. Mais les Syriens aussi, c'est l'opposé, c'est tout à fait l'opposé. C'est eux qui veulent profiter des interventions arabes pour faire avancer leur échiquier. Ce que je veux dire maintenant, c'est que les Russes ont demandé au Hezbollah, d'après des renseignements, qu'en Syrie, ils doivent garder le profil bas pour faire passer les élections de Bachar al-Assad. Pas de retrait de la Syrie, du tout. Et que pour montrer la bonne volonté aux pays arabes, ce qui est une hypocrisie rare, c'est que les forces de Hezbollah aujourd'hui sont tout le long de la frontière libanaise, à partir de Talkala jusqu'à Maïtra. Et à l'est de cette ligne-là, il n'y a plus presque de Hezbollah sauf à Damas et à Alep. Et il y a aujourd'hui la police militaire russe qui contrôle ça, effectivement. Donc c'est pour dire aux Arabes, voilà, vous voyez, vous voulez moins d'influence iranienne en Syrie, nous sommes en train de faire des efforts en ce sens. C'est pour avoir de l'argent pour reconstruire. Mais les pays arabes est-ce qu'ils veulent avoir leur marge de manœuvre au Liban à travers l'influence syrienne? Je doute, avec la faiblesse de laquelle souffre le régime syrien, et vous l'avez dit, vous l'avez clairement dit au début, c'est un régime qui n'a plus les moyens de se défendre lui-même. Il a besoin des Russes, des Iraniens, des Hezbollah, des Pakistanais et des Afghans. Sans ces gens-là, il n'y a plus de régime syrien. Donc, comment voulez-vous qu'il étende son influence au Liban et quel est le moyen coercitif pour appliquer ça? Il veut bien, et il a des supporters. جميل السيد واللقاء التشاوري وسليمان الفرنجي هودي موجودين ان قوي وان ضعيف هودي ما عندهم اوبسيونين ils n'ont aucune option à part le régime syrien. Comme maintenant la forme d'influence syrienne, est-ce que c'est avantager ces gens-là dans des listes communes avec Hariri? Si Hariri pourra, je ne sais pas. Là, je doute. Avant, il y avait les renseignements syriens quelque part. Et il y avait les forces syriennes sur le terrain quelque part. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. C'est pour ça que je ne sais pas si vraiment ça va mener. Alors ça, c'est... Question, s'il vous plaît. Nous avons avec nous aujourd'hui M. Georges Antaki, qui est une personnalité éminente en Syrie, qui représente ce que les Grecs catholiques ont de mieux en Syrie et à Alep, et qui connaît parfaitement le régime syrien, et qui sait exactement comment envisager la présence iranienne en Syrie et quels sont les différents ressorts de réaction qui se passent en Syrie. Georges, est-ce que vous voulez être gentil et nous dire ce que vous pensez de ce qui se passe en Syrie? Malheureusement, j'ai quitté la Syrie il y a 10 ans. Oui. Je connaissais le problème du temps du président Hafez al-Assad. Mais depuis, les données ont changé et je ne suis plus en contact direct avec les autorités, ce que j'étais avant.
et j'avais des relations personnelles, je connaissais le fond de leurs pensées. Aujourd'hui, comme je ne vois plus personne, je vais souvent en Syrie, mais je n'ai plus aucun contact avec les officiels. Donc je n'ose pas avancer quoi que ce soit. Je suis tout à fait ignorant de ce qui se passe. Et entre ce qu'ils pensent et ce qu'ils font, il y a une différence. Et ça, je le savais du temps de Hafez Assad. Mais aujourd'hui, je ne sais vraiment pas qu'est-ce qu'ils pensent. Je vois ce qu'ils font, mais je ne connais pas le problème. Malheureusement, je ne peux rien dire pour eux. Il y a le ministre Barouk qui aimerait intervenir. Je voudrais juste répondre aux deux questions. Et puis, mais il vaut mieux avoir une perception un peu plus étendue. Le ministre Barouk et puis Madame Chalabi. Madame Chalabi. Une petite question. Allez-y. C'est pour un peu féminiser le débat. Vous pouvez enlever le masque, vous ne serez que plus belle. Ah, merci. Voilà. Non, mais juste une petite question. Ce qui a été dit pour l'Iran, dans le général, je suis tout à fait d'accord, et je l'avais dit dans une assemblée il y a 1 an et demi, éminente, cette assemblée même. Quelques membres de cette assemblée sont témoins que notre solution ne peut pas venir de l'intérieur, elle doit venir d'Iran. Et le Hezbollah est la main d'Iran au Liban, ce que vous avez dit, général, c'est très vrai. Mais il y a un point qui m'a échappé jusqu'à ce jour. Les accords qui ont été faits, est-ce que c'est des vrais accords ou c'est de la propagande entre l'Iran, la Russie et la Chine? Qu'est-ce qu'il en est de cet accord-là? Est-ce que ça existe vraiment de lutte, de guerre, de défense générale entre les 3 parties? Donc, ça change beaucoup aussi les donnes de l'Iran sur la place arabe, sur le Moyen-Orient, si cet accord existe vraiment. Et comment vous voyez cet accord? Voilà ma question. avec la Chine. Avec la Chine et la Russie. La Russie. Accord de... N'est-ce pas? C'est la Chine, un accord comme ça. L'argent, c'est avec la Chine. L'argent avec la Chine et la politique avec la Russie, qui est là sur le terrain partout. Elle est partout aujourd'hui, la Russie au Proche-Orient. Et les Américains ont laissé la Russie jouer ce rôle-là. C'est vrai ou pas? Donc, il y a ce jeu aussi qui n'a pas été signalé dans vos interventions, qui m'étonne un peu. C'est bien. Il faut que le ministre Barouk. Non, mais là, c'est l'autre point. Allez-y, allez-y. Moi, je souhaiterais revenir un peu sur la dimension régionale et internationale. Votre approche en la matière. La visite de M. Le Drian, est-ce que vous la lisez comme étant le message déjà? Est-ce que c'est un message à l'adresse de l'intérieur libanais uniquement, exclusivement, ou c'est plutôt aussi un message à l'adresse des protagonistes de la région pour dire voilà, la France est toujours présente dans cette région du monde, la France doit être de la partie dans les négociations qui sont en cours. Comment est-ce que vous lisez cette... parce que le timing était un peu... il n'y avait rien pour que la visite ait lieu. Bon, l'initiative française, d'accord, mais est-ce que c'est lié ou... Moi, j'ai lu ça comme mon ami Saad El-Hariri sur un siège éjectable. Il est venu pour dire l'initiative française elle n'existe plus, mais au fond, ils veulent toujours qu'elle existe, les Français. Mais ce qui est le plus important, c'est que la façon dont ils ont traité Hariri, qui jusqu'à la dernière minute ne savait pas s'il avait un rendez-vous, c'était un message très clair. Et à mon avis, ce n'est pas une coïncidence que ça a eu lieu quelques semaines avant le rendez-vous entre Macron et Mohammed Ben Salman. Parce que quelque part, je crois que les Français réalisant les calculs saoudiens et l'ouverture de l'Arabie sur l'Iran, se sont dit et le fait que les Saoudiens ne veulent pas de Saad, ils ont compris qu'il fallait reculer le rapport avec Saad, qui était soi-disant le représentant de cette initiative française.
Donc, si l'initiative n'existe plus, donc le rôle de Saad est réduit, et ils l'ont montré. Ils ont finalement... Et si aujourd'hui Saad fait son petit tour aux Émirats et en Égypte, c'est pour voir s'il a encore un soutien arabe. Et il se peut très bien qu'il présente sa démission et Atezil la semaine prochaine, sur la base de ça. Je ne crois plus que Saad a... Donc c'est comme ça que je vois. Donc c'est lié à la dimension saoudienne. Oui, les Français sont mercenaires, les Français. Ils ont essayé à travers Saad de réussir. Saad n'a pas facilité la tâche. Il a mal manœuvré, et puis on a eu ce combat de coq entre lui et Gebran, chacun pour des raisons, à mon avis, existentielles, politiques. Et c'est bloqué. Donc il faut recalculer. Alors, j'ai deux petites questions, mini-questions. Je peux juste répondre à cette série de questions et très rapidement. Donc, Madame Chalet, moi je crois que depuis quelque temps avant l'accord avec les Chinois, déjà les Iraniens avaient réussi à trouver avaient réussi à faire des accords sur le pétrole qui amenaient des fonds. C'est-à-dire les pressions américaines sont certainement énormes, mais ils avaient réussi à s'autofinancer à travers des ventes de pétrole aux Chinois. Et ça a un objectif un peu, c'est stratégique. Ce rapport pour les Iraniens va être stratégique. C'est pour ça que Nasrallah ici, qui est effectivement l'agent, dit regardons vers l'Est. Ok. Mais jusqu'à maintenant, l'accord reste flou. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de promesses, beaucoup d'ambition, mais l'accord en soi-même, et il n'y a pas encore vraiment des détails sur qu'est-ce que cet accord, où il va mener. Donc, il faut voir. Mais certainement, le fait que les États-Unis, le rôle des États-Unis dans la région est en train de diminuer, le rôle chinois, évidemment, c'est une région stratégique pour les Chinois à cause du pétrole. Donc, certainement, on va dans une autre direction dans la région. D'où, général, excusez-moi, mais vous dites la mondialisation. Mais c'est une grande question. J'ai un collègue à Carnegie qui s'appelle Karim Sadjapour. Et donc, je lui ai fait une interview récemment sur l'accord nucléaire entre les États-Unis, enfin entre les 5 pays plus 1 et l'Iran. Lui disait, ok, d'un côté, ça va renforcer l'Iran. Il y aura des fonds, ils pourront distribuer ça à leur... Vous parlez d'une éventuelle reconduction maintenant. Pas de renouvelle, voilà. Ouais. Voilà. Mais ce qu'il a dit, j'ai trouvé ça intéressant, dans le cadre de la mondialisation, c'est que s'il y a une ouverture en Iran, et comme vous dites, on fait rentrer l'Iran dans la mondialisation, que ça, paradoxalement, ça risque de déstabiliser le régime beaucoup plus que la situation qui existe aujourd'hui. C'est sa défaite. Ouais. Alors ça certainement, c'est une théorie, et on se rappelle que le Shah, en réalité, a été déboulonné après une période de prospérité en Iran, c'est-à-dire entre 61, quand le Shah avait fait ses réformes blanches, comment il avait ça, le White Revolution, sa révolution blanche, et 79, c'était une période où il a tenté de réformer le pays et où il y avait un manque d'égalité, ça a créé des contradictions dans le système, et ce qui a fait que ça n'a pas stabilisé en fait son système, ça l'a déstabilisé. Paradoxalement, parce que les Américains, à l'époque, avaient dit au Shah, ne vous armez pas, ouvrez votre système, développer votre système pour stabiliser votre régime. Le paradoxe, c'est que peut-être ça a fini par déstabiliser son régime. Et donc, si on utilise d'une certaine manière la même logique, ça risque de déstabiliser le régime de Mullah qui ne vont pas pouvoir contrôler toutes les dynamiques qui vont sortir d'une ouverture de l'Iran vers le monde. Donc ça, votre intervention a provoqué cette réflexion, c'est moi.
intéressante. Est-ce qu'en réalité, ça va mener à ça ou non? Finalement, vos critiques, je les accepte. Moi, j'ai écrit un article pour dire il y a cette possibilité. Je n'ai pas d'informations sur les calculs arabes. Je crains les calculs arabes parce que dans le passé, ça a mené à des situations qu'on connaît, que ce soit en 76, pardon, que ce soit en 90, que ce soit en 2010. Mais c'est vrai, il y a des problèmes avec ce scénario et je l'admets. J'ai écrit un article pour, en réalité, provoquer un débat. Et donc, vos critiques, je trouve qu'elles sont tout à fait acceptables. Est-ce que les pays arabes vont réellement arriver à une situation où ils vont dire on essaye de retirer, de tirer un peu les Syriens en dehors du giron iranien à travers ça ou non? Ce qui m'inquiète, c'est que les Arabes ont fait beaucoup d'erreurs. Donc, est-ce qu'on va payer le prix d'une autre erreur ou non? Mais j'apprécie vos critiques, certainement. Madame. J'ai au début une petite question. Le Liban étant un petit pays, comme vous avez dit, sans beaucoup de poids, on va dire, ni dans la région, ni internationalement, clairement. Un pays irrémédiablement et irréversiblement pluriel et multiconfessionnel. Ce n'est peut-être pas plus mal. Donc, irrémédiablement, irréversiblement confessionnel, multiconfessionnel. Dans ce genre de petit pays, à l'image de la Suisse, de deux choses l'une. Soit il prêtera le flanc toute sa vie à toutes sortes d'interventions, ce qui ne peut être que mauvais, nous l'avons vécu depuis toujours, soit il se dirige vers une neutralité que vous avez évoquée et à laquelle vous ne semblez pas croire plus que cela. Un. Deux, quand vous dites je suis pessimiste, je suis très pessimiste, j'aimerais savoir un tout petit peu en pratique, vous voulez dire quoi, vous imaginez quoi comme scénario? Très simplement, aujourd'hui, si on veut, comme vous avez dit, un système pluriel, où il y a une partie qui a tout intérêt à ce que le Liban ne soit pas neutre, donc le Hezbollah, qui est une extension de l'Iran, comment on va arriver à un consensus sur la neutralité quand on a ces éléments-là? On n'est pas d'accord sur ça. Oui, mais attends, je vais finir. Juste vous dire... Attends, j'ai oublié ce que j'allais dire. Mais, comment on peut arriver à une neutralité en présence de l'Iran au Liban? Comment arriver à un consensus, vous dites? Voilà, ça veut dire aujourd'hui, la neutralité, c'est quand même une décision. Ce que je vois aujourd'hui, en réalité, avec la situation économique, c'est le début d'un effritement, d'une fragmentation de l'État libanais. Qu'on le veuille ou pas, si économiquement, le pays n'est plus prêt, n'est plus capable de se financer, qu'est-ce qui va se passer? Pour moi, peut-être j'ai tort, j'espère que j'ai tort, mais c'est que chaque région va commencer à se gérer elle-même. C'est la fédération sociale. Voilà, alors ça mène à une fragmentation. Est-ce qu'on pourra à la suite institutionnaliser cette fragmentation? Il y a des moyens. Taif a créé un mécanisme sur la décentralisation administrative, mais est-ce qu'on peut aller plus loin que ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va pouvoir, dans un cas de fragmentation, éviter des guerres internes? J'espère. Mais aujourd'hui, je vois que le Hezbollah, la fragmentation du Liban, paradoxalement, le Hezbollah ne voulait pas ça en 2019. D'où son désir de bloquer toute velléité de changement de la classe dirigeante de l'État libanais. Aujourd'hui, est-ce que le Hezbollah est toujours d'accord avec toujours d'accord de se cacher derrière une façade, entre guillemets, unitaire de l'État libanais? Peut-être que oui. Non, peut-être que oui. Il ne faut pas sous-estimer le fait que le Hezbollah peut-être veut un accord politique sur un gouvernement, il veut reconstituer la classe politique. Il ne faut pas s'imaginer que le Hezbollah ne veut pas de gouvernement et va être content de gérer une situation de fragmentation où il devra s'occuper de 1,5 million de chiites économiquement et socialement. Ce n'est pas du tout. Moi, je vois que le Hezbollah aujourd'hui n'est pas tellement content de cette situation. Ça, c'est
La fille de Dr Hassan. Un petit commentaire pour madame. C'est vrai qu'on est un petit pays, petit de ressources, petit de surface, tout ce qu'on veut. Mais on est très dynamique, on est très agressif, on n'a rien perdu de notre volonté de redressement et on agit toujours. Si le Hezbollah, comme vous dites... C'est une petite économie, si je puis ajouter. C'est une petite économie. Oui, on vient de parler de la fédération sociale. Si l'État défaille, on va reprendre nos réflexes ancestraux qui fonctionnaient pendant la guerre civile. On a déjà vu ça, ce n'est pas du nouveau, surtout pour notre génération. On en est à notre troisième guerre maintenant au Liban. Ce que je veux dire, on n'a rien perdu de notre dynamisme. Et je vous le dis, le Hezbollah n'a cessé de nous mettre devant le fait accompli depuis les 30-40 dernières années. Au moins qu'une seule fois, nous le mettons nous-mêmes devant le fait accompli. Quand je parle de conférence internationale, quand je parle de déclaration de la neutralité du Liban, je ne vais pas demander son opinion à Hassan Nasrallah, même s'il représente 3 millions sur les 6 millions. À mon avis, il faut qu'on le fasse. On le fera, et ensuite, qu'il suive ou non, ce sera son problème. Mais c'est comme ça qu'il faut agir avec le banditisme qui a gouverné tout son comportement depuis 1982 jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais... Est-ce qu'il nous a posé la question si on veut faire la guerre de 2006 ou bien s'il faut enlever de l'argent de l'État pour souvenir, ou bien tout l'argent qui a été volé duquel une petite partie est allée dans les poches des politiciens alors que la plus grande partie allait à son financement. Il n'a jamais demandé notre autorisation. Pour aller guerroyer en Syrie. Au moins qu'une seule fois, pour aller guerroyer en Syrie. Au moins qu'une seule fois, prenons notre destin dans les mains et agissons et laissons-le réagir au lieu que nous-mêmes réagissons à ces agissements. Shahzad. Salut. Ma question est sur l'Iran. Je ne veux pas verser dans la conspiracy théorie, mais si tu regardes avec recul sur ce qui s'est passé sur 30-40 années à propos de l'Iran, entre ce que l'Amérique a fait de l'Iran, qui est une grande puissance dont on a toujours craint les effets et l'action, quand le chien a voulu faire la troisième armée du monde, les Américains lui ont dit stop. Finalement, ils ont accepté d'amener le Khomeini. Ces pays-là, oui, ok. Non, ils l'ont armé, non, c'est faux. Ils l'ont armé, oui, mais qu'est-ce que ça fait? L'administration Nixon a armé l'Iran. Oui, massivement. Oui. Massivement. Les Anglais aussi, mais l'Iran est une grande puissance. Quand on regarde ce qui s'est passé avec l'Iran, tous les pays troubles faits ont été laminés par des guerres intérieures et par une dislocation. La Syrie, l'Irak, l'Égypte à moitié, la Libye. La région, quelque part, se calme, même s'il y a encore quelques foyers. Il y a un foyer récurrent qui est le Yémen, qui revient toujours, qui est le tombeau de toutes les personnes qui veulent y interférer. Celui qui ne connaît pas la géographie du Yémen se trompe énormément. Ce n'est pas un pays plat du tout. L'Iran, est-ce qu'on peut faire un accord avec l'Iran? Ils se sont moqués de tout le monde. Le Rouhani, regardez comme il est. Vous lui donnez le bon Dieu sans confession. Le Rouhani, de même. Ahmadinejad, maintenant, il redevient bien par rapport à ce qui nous attend. Quel accord avec l'Iran? Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, l'Amérique ne veut pas disloquer l'Iran par peur qu'il y ait un vacuum de la Chine sur le Golfe? Pierre, comment on disloque l'Iran? Les Américains veulent quitter la région. Et Obama, quand il a fait à l'origine cet accord nucléaire, c'était pourquoi? C'était une façon de dire les Iraniens ont le droit à un rôle dans la région, on va les intégrer dans la région à travers cet accord nucléaire et on va accepter que l'Iran a un rôle. Où ça a cassé? Ça a cassé avec les alliés des pays du Golfe et ça a cassé avec Israël, qui eux ont dit mais non, nous on ne veut pas de l'Iran dans la région, parce que ça va donner un avantage à l'Iran contre nous. Et c'est pour ça que Trump a été poussé à se retirer de cet accord. Mais aujourd'hui, Biden, c'est-à-dire j'aimerais savoir quel est l'objectif de Biden, quelle est la stratégie de Biden.
Les Américains disent non, on ne va pas retourner à l'accord d'Obama. On veut, en réalité, après un accord, aller à une deuxième étape, essayer de limiter l'influence de l'Iran et essayer d'arrêter les missiles iraniens. Ils sont naïfs. C'est la naïveté. Le problème des Américains, c'est qu'on ne peut pas faire confiance aux Américains. Ils ont l'attention d'un bébé, ça dure 3 minutes et puis ils sont ailleurs. Ok, ça c'est la réalité. Les Américains aujourd'hui s'en fichent du Proche-Orient. Et même leurs alliés, ils sont prêts à soutenir Israël si Israël se défend. Mais est-ce que réellement ils veulent un équilibre régional approfondi? Je ne suis pas sûr. Je ne fais pas confiance aux Américains. Il y a docteur... Monsieur Ngabani. Vous dites que l'Amérique veut quitter le Moyen-Orient. Est-ce qu'elle le quitte? Elle veut quitter le Moyen-Orient ou elle veut disloquer le Moyen-Orient pour mieux en prendre possession? Moi, je ne suis pas, d'accord avec ça. Excusez-moi, si vous revenez, moi, mon point de repère est toujours le fameux discours du général Ramsey Clark quand il a prédit dans son discours tout ce qui allait arriver depuis la guerre d'Irak et tout ce que nous vivons. Et où il dit qu'en rentrant d'Europe, après 9/11, il a vu Wolfowitz et Cheney, etc. Et ils lui ont dit, nous allons faire la guerre d'Irak. Et pourquoi vous allez faire la guerre d'Irak? Et parce que nous allons dire qu'ils ont des armes massives. Et après l'Irak, ça va être la Libye et la Syrie et l'Égypte. Et il cite les 7 pays. Il cite les 7 pays et il dit, nous, comme ça, l'influence russe va diminuer et nous allons de nouveau nous approprier toute cette partie du monde. Pour vous répondre, cette période aux États-Unis où il y avait encore, sous l'administration Bush, encore une idée d'utiliser l'Irak comme tremplin pour s'imaginer un plus grand changement, est totalement discréditée aujourd'hui dans les deux partis, que ce soit le Parti démocrate ou le Parti républicain. Aujourd'hui, quand on parle de Wolfowitz, c'est considéré comme, dans les deux partis, c'est une période qui a mené à l'Irak. Et aujourd'hui, les Américains, même si la vérité est autre part, considèrent l'Irak comme le grand désastre. Malgré le fait que Bush avait réussi à stabiliser après quelque temps l'Irak, mais même ceux qui ont soutenu la guerre d'Irak, aujourd'hui disent que ça a créé une ouverture pour les Iraniens, que les Iraniens ont profité beaucoup plus que les États-Unis de la guerre d'Irak. Donc, c'est totalement discrédité. Je ne vois pas une tentative américaine de rester au Proche-Orient. Je crois qu'ils ont été clairs. Je crois que même si le rapport avec les alliés est différent entre les administrations démocrates et l'administration Trump, le but est le même. Le but aujourd'hui, c'est de dire que la région elle-même crée un équilibre et comme ça, on peut nous sortir. Mais ce que disait le général Hatta, moi je trouve que c'est une question très intéressante. L'Iran, où va l'Iran? Et ça, c'est une question on n'a pas de réponse. Mais c'est vrai, l'Iran aujourd'hui, l'Iran révolutionnaire, la révolution, c'est devenu quoi? C'est devenu une justification pour un contrôle aujourd'hui par une partie de la société iranienne. Ça veut dire les gardiens de la révolution et le clergé. Khamenei lui-même a dit, j'ai besoin, il a dit dans une, je crois avec l'Ali Jani, non, il avait dit à Zarif, j'ai besoin d'avoir les Américains comme ennemis. Ça veut dire le système est construit sur les bases de l'ennemi. On a besoin de l'ennemi américain pour préserver le système. Maintenant, c'est stable, ça, comme... D'accord. Je suis absolument d'accord avec... Si vous n'avez pas fini, continuez. Je suis absolument d'accord avec vous que les Américains veulent quitter. Pour eux, la région est une distraction parce que la puissance militaire de la Chine est en train d'augmenter exponentiellement.
et que les 2/3 du commerce mondial sont aujourd'hui au Pacifique et non plus l'Atlantique. C'est ça le niveau unique. Japon, Chine, États-Unis sont sur le Pacifique, première puissance, deuxième et troisième puissance économique. Donc ils ne veulent plus, ils ne veulent plus se distraire ici, surtout que la Chine fabrique des armes de destruction massive terribles. Et ils ont les missiles, les missiles hypersoniques glissants qui peuvent couler les porte-avions américains là où ils sont. Oui, mais le dernier missile a foiré. On a eu très peur finalement de cette... Ça, c'est pas un missile, ça c'est un lanceur. Oui, mais ça, cette technologie quand même... Là, ils ont fait 7 essais qui ont réussi. Le truc qui est tombé, c'est un lanceur. Et il y a déjà les Américains qui ont un Skylab qui est tombé, c'est pas les premiers. On va parler de la recherche scientifique maintenant et des patents. Le monde occidental et la Chine. Parce que finalement, il y a quand même quelque chose qui n'est pas très clair chez nos concitoyens actuellement et dans le monde. D'accord. Parce que je termine sur ce point-là. L'ouverture, et là je ne suis pas d'accord avec le général Hatti, que l'ouverture de l'Iran va la faire imploser de l'intérieur. Les Chinois ont fait une ouverture sur tout le monde occidental, ils sont partout. Et ça n'a pas implosé. Et ça n'implosera pas. Parce que le jour où ça va arriver à ça, quand l'intérieur chinois commence quand ça commence à bouger à cause de cette ouverture, très facile. Ils ferment et ils tiennent. C'est ce qu'ils ont de tout temps fait, même depuis l'Empire, les empires, etc. Donc, que je finisse, j'ai fini. Ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu, Tel Aviv a été ciblé par 140 missiles, c'est 140 missiles, et il y a 120 qui ont été abattus par les défenses israéliennes. Donc, ils peuvent crier victoire parce qu'ils ont créé quelques incendies, mais ce qu'ils ont eu là-bas, il leur faut 20 ans pour se relever. 150 postes militaires pour le Hamas qui ont été complètement anéantis. Et l'opération terrestre m'a appelé Wafid, mais je pense que WEC fait pour ne pas mettre en danger les accords avec les Saoudiens, les pays arabes, pour ne pas les pousser à l'extrême et couper les relations, etc. Je crois que c'est ça ce qui les fait freiner. Mais ils sont avides d'une opération terrestre qui va certainement réussir s'ils la font. Allez-y. Oui. Je suis le débat depuis un moment et je me rends compte que très souvent, on s'est dit tous, nous ne savons pas. Vous-même, nous ne savons pas vers quoi nous allons. C'est une inconnue, nous ne savons pas. J'aimerais revenir à ce qu'a dit le professeur Urbain et le général Hatti. Essayons un peu de réfléchir à ce que nous pouvons faire au Liban et comment se préparer à ce que nous ne savons pas. Reprenons un peu l'histoire. Très souvent nous donne des exemples sur lesquels on peut réfléchir. Après la chute de l'Empire et la dislocation de l'Empire ottoman suite à la Première Guerre mondiale, pour la région et pour le Liban, il y avait plusieurs solutions qui étaient sur la table. Et évidemment, nous n'étions pas là, mais nous avons beaucoup lu à ce sujet. Et nous savons que ce qui est devenu par la suite le Grand Liban, au départ, n'était pas une solution certaine. Il y avait plusieurs solutions sur la table. Et il a fallu que les Libanais, à l'époque, indépendants, qui voulaient l'indépendance de ce pays, envoient à la conférence de Versailles 3 délégations. Il y a eu 3 délégations. Une en 19, 2 en 19 et une en 20, pour finalement arriver à obtenir l'indépendance du Liban. Donc, ce qu'a dit le général Hatti est important tout à l'heure. Est-ce que, et pour moi, et tout le monde sait que je suis très proche du patriarche maronite, est-ce que la neutralité du Liban et la conférence internationale n'est pas
quelque chose actuellement pour nous de très important qui pourrait nous aider, encore une fois, qui pourrait nous aider au conditionnel, à ce que les solutions ne soient pas imposées par l'extérieur, mais uniquement tenant en considération ce que nous, Libanais, nous voulons. C'est une question qui me travaille énormément toute la journée. Et je voudrais qu'on en parle aujourd'hui, si possible. Et dans l'affaire de la neutralité, moi je ne suis pas contre du tout le projet de neutralité et je trouve que le patriarche, en allant dans cette direction, a lancé un grand caillou dans le petit... Pas seulement lancé, pas seulement lancé. Un pavé dans la main. Un pavé, voilà. Pas seulement lancé, parce que, enfin, je pense, et je le sais de l'intérieur, que Kirke est en contact avec le Vatican, qui est en contact avec la France, qui est en contact avec Washington à ce sujet. Qu'est-ce qui va en sortir? Je n'en sais rien, mais c'est quand même quelque chose sur lequel il faudrait bâtir. Un détail sur ça, parce que il y a une semaine, on participait à une rencontre-débat avec Joe Maila. Et cette question a été posée. L'analyse et l'avis de Joe Maila, c'est que l'initiative, enfin le pavé dans la main du patriarche maronite, n'a pas été fait suite à une consultation préalable du Vatican. Donc c'est spontané. Pardon, n'a pas été quoi? Ça n'a pas été en coordination avec le Vatican. C'est spontanément que c'est qu'il aurait lancé. C'est ce que Joe Maila a dit. Joe Maila. Et deuxièmement, Joe Maila, pour cette histoire-là, il a exclu la possibilité de pouvoir organiser une conférence internationale, et je le cite, il a dit il ne faut pas rêver. Pour la question de la neutralité, il a dit, d'après mes informations, et Joe Maila l'a bien introduit, d'après mes informations, les milieux diplomatiques du Vatican n'ont pas tranché sur cette question. Voilà. Je peux poser une question. Pardon, je peux poser une question. Aujourd'hui, on a, si Saad al-Hariri fait un tour des Émirats et de l'Égypte pour voir s'il y a toujours un soutien. Si aujourd'hui Michel Aoun doit voir avec l'agent iranien, n'est même pas prêt à dire qu'il a discuté de Tard el-Hassan, lui et Salamé, parce qu'il a peur de son allié. C'est-à-dire de là à se mettre d'accord nationalement sur une neutralité. Moi, vous avez une approche générale, je suis d'accord. Des fois, il ne faut pas trop poser de questions, il faut foncer avec un projet. Peut-être qu'on peut tirer quelque chose. Mais moi, je vois aujourd'hui, s'il n'y a pas un consensus autour de ça, c'est des paroles. Ça, c'est le problème. C'est des paroles. Ça veut dire si le Hezbollah va aller traiter, va prendre des instructions du remplaçant de Qasem Soleimani, qui était à Beyrouth, il paraît, ces 2 jours. Si Michel Aoun ou Gebran Bassil, parce qu'il veut être président, est prêt à s'allier... En 1920, les sunnites étaient contre totalement le Grand Liban. Et pendant des années et des années, ils se sont battus parce qu'ils voulaient la Grande Syrie et ils voulaient... etc. Donc, et malgré ça, finalement, un jour, ils ont dit le Liban d'abord et on est arrivé à Il y a eu quand même une force extérieure qui est venue imposer un nouvel ordre au Liban après la fin de l'Empire. Notre Premier ministre. Il y a eu la France qui est venue. J'aimerais avoir l'avis du docteur À la base, je veux poser juste une petite question, parce que je ne crois pas à une autre solution. Quelle chance il y a, sérieuse ou pas, qu'il y ait une solution imposée de l'extérieur pour
résoudre le problème du Liban, genre occupation, mandat provisoire, quelque chose comme ça. Parce que voilà, autrement, le consensus et les Libanais vont s'entendre. Mais le problème, c'est aujourd'hui, on attend un accord possible entre les Iraniens et les Saoudiens. Alors, évidemment, il y a l'accord nucléaire, mais l'accord nucléaire ne va pas être un accord sur le Liban. Et même les Saoudiens, je me demande réellement si les Saoudiens sont tellement intéressés d'avoir un rôle, c'est-à-dire au Liban. Le truc que je me pose, c'est que évidemment les acteurs extérieurs doivent globalement arriver à un genre de consensus sur le Liban, comme il y a eu à l'époque de Tariq. Les Français aujourd'hui je crois que les Français veulent jouer un rôle au Liban, et ils changent de tactique. Ça veut dire la parenthèse de Macron et de l'initiative française a été mise de côté. Maintenant, ils vont aller voir, Macron va voir Mohammed Ben Salman. Est-ce que ça peut mener à quelque chose? Je n'ai aucune idée. Mais les Français, les forces extérieures, la France, même peut-être à la rigueur la Turquie, tout le monde a peut-être un intérêt, même les Russes, qui ne sont pas tellement intéressés par le Liban pour le Liban, mais parce que ça stabilise la Syrie, peuvent avoir un rôle dans cette stabilisation au Liban. Et là, je crois qu'un consensus éventuel n'est pas impossible. Je ne crois pas que c'est impossible du tout, mais on n'est pas encore à cette étape maintenant. Et notre problème, c'est de stabiliser économiquement le pays qui est en train de s'effriter chaque jour. Est-ce qu'on... Je voudrais prendre un peu la parole, d'abord pour dire merci à M. Young, et pour vous dire très franchement ce que je pense, ce que j'ai entendu aussi aujourd'hui. D'abord, ce que j'ai entendu de vous est impressionnant, parce que vous êtes un observateur extrêmement attentif aux petits détails de la politique et des intérêts en présence. Vous monitorez la situation de manière, j'allais dire, professionnelle. Vous avez donné un tableau extrêmement détaillé, que ce soit de ce qui se passe en Iran, en Syrie, en Arabie, en Égypte, chez M. Hariri et d'autres. C'est incroyable, rien ne vous échappe. Maintenant, évidemment, il n'y a pas des lignes forces dans ce que vous avez proposé. Vous avez posé beaucoup de grands problèmes, sans offrir toujours des solutions, mais en posant ces problèmes, vous avez suscité, je crois, suffisamment de questionnements et d'intérêt pour que le débat soit extrêmement vivifiant et existentiel. De ce point de vue, vous avez, à mon avis, apporté une contribution majeure à la position du problème. Parce que c'est vrai que le problème du Liban a toujours été un problème de structure, d'un gouvernement intérieur fort, mais qui a besoin de garanties internationales que nous ne trouvons pas toujours. Et le problème est maintenant d'autant plus grave que, comme on l'a dit, le centre du monde n'est plus au Moyen-Orient, mais il se déplace vers l'Extrême-Orient et les intérêts économiques et stratégiques qui ont été magistralement évoqués ici, que ce soit par le général Haddad ou par le général Khalil.
Maintenant, ceci dit, avant de vous laisser partir ou repartir, j'aimerais dire certaines petites choses. D'abord sur le contexte général, et ensuite je voudrais revenir au Liban. D'abord, il est vrai, je crois que nous nous posons beaucoup de questions sur pour parler entre les États-Unis et l'Iran. Et ces questions sont malheureusement cardinales. Est-ce qu'on va donner à l'Iran les 155 ou 165 milliards de dollars? Qu'est-ce qu'il va en faire? Où va-t-il les dépenser? Est-ce qu'on va laisser faire sans renégocier le traité? Est-ce qu'on va laisser faire sans arrêter l'exportation des missiles balistiques? Est-ce qu'on va laisser faire sans supprimer la possibilité pour l'Iran d'avoir une bombe atomique? Obama avait donné 10 ans. Mais maintenant, on parle d'autre chose. Quel va être ce deal et pourquoi M. Biden a choisi un négociateur acquis à la thèse modifiée iranienne? Et est-ce qu'on va faire ça tout simplement pour avantager les modérés en Iran? Gagner les élections qui sont prévues pour très prochainement? Ou bien c'est une étape? Est-ce que c'est vrai que les États-Unis d'Amérique se désengagent vraiment? Personnellement, je n'y crois pas. Bien sûr que le centre du débat se déplace, mais cette région reste quand même une région stratégique importante, ne serait-ce que par la présence de l'État d'Israël. Et je connais suffisamment de près et c'est-à-dire de l'intérieur, le Parti démocrate pour vous dire que les partis démocrates ne va pas lâcher la prise, ne va pas lâcher Israël. Le Parti démocrate est un parti qui est un chancre, qui habite, qui a phagocyté. Il est phagocyté par les influences israéliennes. Aucune réunion, aucun caucus ne se tient aux États-Unis pour les élections sans qu'un rabbin vienne coller la patte de la hagine à l'entrée et dise un mot en yiddish, en lisant la Bible et en mettant la kippa. Les Juifs sont extrêmement infiltrés dans le Parti démocrate. Et je ne vois pas du tout le Parti démocrate lâcher l'État d'Israël, même si le président Biden a une détestation pour Netanyahu. Et il a d'ailleurs la même détestation pour MBS, parce que quelque part, à côté des intérêts israéliens et juifs aux États-Unis, il y a une morale dans la politique des démocrates, qui sont des libéraux, qui ne pardonneront jamais à MBS d'avoir fait couper en morceaux son Khashoggi. Il y a donc un mélange à la fois de fidélité absolue à l'État d'Israël, mais à l'État d'Israël bien compris. Et ce n'est pas par hasard que Netanyahu est en train d'être bouté dehors. Pas aujourd'hui. D'accord, mais les choses changent, mais on n'abandonne pas les intérêts stratégiques d'Israël. Et à mon avis, c'est par une intelligence bien comprise des intérêts d'Israël que le Liban devrait pouvoir créer sa stratégie à lui. C'est l'entrée
de la stratégie libanaise dans le Moyen-Orient, c'est dans cette mesure seulement que le Liban pourrait vraiment avoir quelque chose à dire. Et de ce point de vue, j'aimerais vous dire deux ou trois choses. D'abord, le général Aoun a commis une bêtise énorme en disant et en agissant de manière à ce que le Hezbollah soit responsable de la défense extérieure du pays contre Israël. C'est en cela qu'il y a une haute trahison. C'est en cela qu'il y a une violation de la Constitution. Parce que la Constitution libanaise donne au Conseil des ministres la décision de faire ou non la guerre, de créer ou non des accords internationaux. On ne dit pas « je m'allie à Hezbollah et tant qu'il ne fait pas la guerre aux Libanais, moi je le laisse faire contre les Israéliens ». C'est une hérésie, c'est un abandon, c'est un déguerpissement, c'est une renonciation, c'est une fuite en avant. On s'allie à l'ennemi le plus fort parce qu'on a peur de lui. C'est un syndrome de Stockholm qui est passé dans les institutions au Liban. C'est incroyable. Ce qui s'est passé avec l'élection du président Aoun est un non-sens historique. C'est une aberration. Et la seconde aberration a été, comme on l'a dit, cette loi électorale en 2018. Cette loi électorale qui est une forme de loi orthodoxe maquillée, qui a fait qu'un jeune homme de la stature et de l'honnêteté de Ziad Baroud n'a même pas été élu au Kasrouan. Pourquoi? Pourquoi? Pour des calculs de basse besogne communautariste. C'est incroyable. C'est honteux. C'est honteux. C'est à cause de cette loi électorale que les forces libanaises se sont dites « Ah, maintenant nous allons nous partager le gâteau avec le président Aoun. Il va avoir 25 députés, mais nous, nous allons avoir 15. Et donc, on va avoir les chrétiens. Parce qu'on ne veut pas être à la merci des musulmans. Messieurs, si les chrétiens sont encore ce qu'ils sont au Liban, c'est grâce à l'intelligence bien comprise des musulmans de ce pays qui acceptent et qui voient que leur intérêt bien compris est d'être en bon terme avec les chrétiens et que les chrétiens aient une ouverture vers le monde occidental à la fois et au monde arabe. C'est cela la formule libanaise. C'est vrai que les Maronites ont créé le Liban, mais le Liban peut rester grâce à une entente entre les Maronites et les nouveaux Maronites. C'est ça le Liban. Il ne faut pas qu'il y ait une loi électorale qui coupe l'herbe sous les pieds des chrétiens soi-disant pour préserver une parité entre moitié-moitié entre les chrétiens et les musulmans. Nous avons besoin des musulmans parce que sans les musulmans, il n'y a pas de pays arabe pour nous, pour les chrétiens, pour le travail, pour l'économie, pour l'argent, pour tout. Et c'est pour cela que je voudrais vous dire que le Liban reste une nécessité stratégique. Envers et contre tout, le Liban doit rester. C'est stratégiquement un besoin pour la France. C'est stratégiquement un besoin pour l'Europe. C'est un modem de culture. C'est un modem de transmission économique et financière. Le régime du président Aoun a détruit le Liban parce que c'est un abandonnement. En latin, on dit c'est un derelictus. Il a laissé tomber le Liban entre les mains de quelqu'un qui est venu mettre la main dessus. Ça, cet abandonnement
est coupable. Mais ça ne veut pas dire que cela sera toujours. Et ceci m'amène à répondre à Jouman. Je ne crois pas à la décentralisation administrative qui veut maquiller une partition. Toute partition maquillée au Liban est un projet de guerre. Le Libanais n'a de sens que s'il est partout au Liban, que s'il est partout au Moyen-Orient. Le chrétien n'a de sens que s'il est à la fois au Akkar, au sud, dans la Béka, partout. Il faut que nous ayons une idée très claire. Pour que le chrétien puisse gouverner, il faut qu'il soit un exemple de propreté, de compétence, de culture, d'ouverture, de courage. Il faut qu'il donne sans prendre toujours. Il faut qu'il soit courageux et les autres doivent le respecter. Donc, nous devons tenir compte de l'échiquier politique du Moyen-Orient et ne jamais perdre de vue que l'existence du Liban est une donnée stratégique. La France n'acceptera jamais que le Liban perde son rôle. Et ceci dit, je voudrais répondre à M. le professeur Terben en disant, quoi qu'en disent les uns les autres, Kirké a certainement l'accord du Vatican. Kirké a changé du tout au tout avant, quand elle a eu le feu vert du Vatican. Avant, le patriarche Shah était taxé pour être pro-aouniste. Et j'ai été, moi, personnellement, j'ai eu le bonheur d'être reçu par le pape François et de rester 1 heure et demie avec le secrétaire général du Vatican. Et croyez-moi, rien ne se fait à Kirké sans le feu vert du Vatican. Rien. Rien. Kirké et les chrétiens maronites du Liban sont les soldats du Vatican. Et le Vatican est le meilleur protecteur, non seulement des chrétiens, mais de tous les Libanais. Parce que le Liban a un sens pour le Vatican. En tout cas, je ne veux pas faire causerie à part, mais je voudrais vous dire une chose. Je voudrais vous dire une chose. Ma ihtiram et la XYZ. Monsieur Young, vous avez le don de lire illisible. Vous avez le don de poser les vraies questions. Et c'est à nous de vous apporter les vraies réponses. Merci beaucoup. Ah, d'accord.